Fantastic. Welcome back, everybody. C'est merveilleux. Bienvenue à tous. J'espère que vous avez passé une bonne pause dîner. Nous avons un excellent panel international pour commencer nos séances de l'après-midi. Nous allons suivre le même format que ce matin. Je vais présenter nos orateurs. Je poserai quelques questions rapidement pour partir la conversation, mais je vous donnerai la parole pour entendre vos questions. Nous allons faire un effort pour maintenir notre élan d'énergie en gardant à l'esprit qu'on vient tous de manger. Et pour ce qui est du sujet de ce panel, nous avons parlé de transformation numérique. C'est le thème du jour pour améliorer la prestation des services gouvernementaux. Mais pour ce faire, il faut s'améliorer dans notre façon de travailler à travers les équipes et les ministères. Alors, maintenant, nous allons parler des façons de faciliter cette connexion et cette collaboration mentionnées au début de la matinée aujourd'hui. Nos orateurs aujourd'hui sont Brian Epley, dirigeant principal de l'information du ministère du Commerce aux États-Unis, Peng Tan, directeur exécutif adjoint GRAP de développement économique et national à GovTech au Singapour. Nous avons Joyce Demick, la secrétaire permanente au ministère de l'Intérieur, Sécurité et Emploi au Malte. Pardonnez-moi, ce n'est pas le bon ordre. Shamsul Ihsan Abdul. Oh, plutôt Ben Piercy, dirigeant principal de la technologie à Affinity Quest. Shamsul Ihsan Abdul Majid, dirigeant de la technologie et de l'innovation, Commission malaisienne de la communication et du multimédia. Un panel merveilleux. Brian, je vais commencer avec vous, avec une question bien simple. Pouvez-vous nous fournir quelques exemples, selon votre expérience dans plusieurs pays, de la façon dont vous avez travaillé pour coordonner la transformation numérique à travers les différentes équipes et ministères où vous avez travaillé? Oui, merci, Siobhan. Bienvenue à tout le monde. Merci aux autres panélistes et merci à vous de faire de cet événement un événement aussi formidable. Ce thème, la transformation numérique des services, a un point clé et c'est, selon moi, les équipes et la coordination. À titre de leader, je crois que nous devons nous pencher sur l'ingrédient clé de la réussite, à savoir l'équilibre entre les gens, le processus et la technologie. J'étais agent de l'information principale pour le ministère du Commerce, responsable de 12 différentes agences avec des missions bien uniques. C'est un énorme défi, mais aussi une immense occasion de réunir des leaders dans cet espace pour déterminer quelles sont les choses que nous partageons dans ce parcours numérique et qu'est-ce que nous essayons de transformer. C'est important pour nous comme leaders de voir la continuité du parcours. C'est un continuum et une boucle. Et il faut identifier les objectifs que nous avons en commun, les objectifs que nous voulons accomplir ensemble. Et moi, j'ai dit que je voulais mettre en relief des équipes parce que la question centrale, c'est de réunir les différents domaines, que ce soit le côté commercial, que ce soit le commissaire à l'information principal. Donc, c'est ce que j'ai vu. Et pour ce qui est des réussites, j'ai mené des équipes à, justement, identifier leurs objectifs en commun et comment s'y attaquer. Et de tout voir en tant qu'évolution continue. Et c'est un cadre élargi qui va continuer à grandir. Par exemple, quand on reçoit de la rétroaction, on s'ajuste et c'est comme ça qu'on continue à avancer vers la réussite. Excellent. Merci beaucoup, Brian. Je suis sûre que vos commentaires vont trouver écho chez les membres du public aujourd'hui.
vous parler d'équipes multidisciplinaires à travers les différents ministères qui peuvent partager leurs pratiques exemplaires. Et vous avez aussi mentionné l'importance de fixer des objectifs en commun. Trop souvent, on travaille en silo, en vase clos plutôt. C'est très important. Et vous avez aussi dit que c'est un parcours, un processus en continu. Merci beaucoup. Eng Peng, à vous maintenant. Pour nous, le Singapour est souvent un phare à la fine pointe dans le monde technologique. Pouvez-vous nous donner des exemples de ce que vous avez fait pour faciliter cette collaboration entre ministères? Merci beaucoup. C'est un grand plaisir et un privilège pour moi de faire partie de ce panel. Comme vous le savez, le Singapour est un très petit État-ville avec seulement 6 millions de personnes, avec un gouvernement à une échelle seulement. C'est un tout petit pays avec une échelle de gouvernement seulement et vous pourriez vous imaginer donc que le gouvernement soit très simple, mais ce n'est pas le cas. Nous apprenons de nouvelles leçons tous les jours quand on essaie de collaborer entre ministères. Et ce que je souhaite faire cet après-midi, c'est de partager un exemple bien simple de notre façon de nous organiser pour les applications de licence au gouvernement. Si on est déterminé à travailler à travers les ministères, nous pouvons sûrement améliorer les choses. On peut aussi considérer l'industrie comme étant un ministère. On peut communiquer avec eux pour apprendre ce que l'industrie aimerait que le gouvernement fasse pour les soutenir et pour les aider à prospérer et croître. Et nous avons trouvé qu'au moins 40% des applications des licences du gouvernement ont pu être centralisées dans un seul portail. C'est important de se pencher sur les façons dont on peut faire croître les entreprises. Et moi, à un certain moment, j'ai découvert que ce n'est pas facile d'être un homme d'affaires, même dans un tout petit pays comme le Singapour. Tout cela dépend de la fondation, le raison d'être de l'entreprise pour trouver le bon licence. Ensuite, il faut avoir sa sécurité, l'approbation pour la sécurité contre les incendies et tous les autres permis qui sont nécessaires. Donc, les hommes d'affaires, les entrepreneurs ont beaucoup d'obstacles. Il y a d'innombrables étapes à franchir. Donc, il faut aider les entreprises à naviguer ce processus. Donc, si on peut communiquer et collaborer entre ministères gouvernementaux, on pourra mieux réussir à le faire. Donc, on utilise un seul portail, c'est un site web du gouvernement. Mais qu'en est-il des entreprises émergentes? Il y a aussi la question de l'investissement dans la formation des entrepreneurs pour qu'ils puissent tirer parti des subventions gouvernementales pour les aider à faire croître leurs entreprises. Si on élimine les obstacles à la collaboration entre ministères, c'est utile pour que sur toute la ligne du processus, on peut soutenir les entreprises. Mais pour arriver au point où nous sommes maintenant, cela nous a pris beaucoup de temps, bien des années et beaucoup de travail. Mais c'est un bon exemple que je peux vous décrire parce que je crois que si nous en sommes capables, tout le monde l'est. Merci beaucoup. Je crois que ça nous rassure tous de nous dire que même à Singapour, vous éprouvez toujours des défis et que ce n'est pas un processus sans heurts. Alors, vous avez parlé de ce dont les entreprises ont besoin en premier lieu, et c'est vous qui avez créé le portail unique pour donner ce soutien-là et pour simplifier le processus autant que possible. Et une fois que les entrepreneurs utilisent ce portail-là, on peut ensuite les aiguiller vers les soutiens et les services gouvernementaux.
Et comme l'a dit Brian, c'est un processus en continu. Ben, je vais vous poser une question légèrement différente parce que vous travaillez dans le privé avec beaucoup de différents partenaires. Est-ce que vous diriez que ces entités-là réussissent bien? Oui, je vais reprendre les commentaires de Brian. Si on utilise une approche d'authentification des compétences, comme nous le faisons aussi, c'est une question de partage de données. Il reste qu'il faut avoir des équipes multidisciplinaires. C'est d'une importance vitale. Nous travaillons avec des entités aux échelles municipales, provinciales et fédérales. Et je crois que le travail se fait de façon raisonnablement bien. Mais il y a aussi des défis. Et selon le cas, il existe toujours un peu de friction et bien sûr des obstacles. Mais dans tous les cas, on peut revenir à l'élément du partage des données. Je suis sûre que tout le monde ici connaît cet enjeu. C'est une question de gouvernance. Est-ce que vous connaissez le caractère de ces données-là? Ce sont des données protégées B, par exemple? Ou est-ce qu'il faut y prêter une attention toute particulière au niveau de la cybersécurité? Est-ce que ces données-là sont touchées par une loi en particulier? Pour ces données, faut-il aller obtenir du consentement de la part des citoyens? Et ainsi de suite. Ce matin, j'ai parlé à une femme au sujet de l'IA. Elle m'a dit, je ne sais pas comment je vais faire face à l'IA. Nous avons déjà assez de pain sur la planche à gérer les relations existantes. Mais je crois que nous allons harmoniser ces questions au fil du temps. À mon avis, c'est une façon très enthousiasmante de changer le processus de partager les données. Puisque nous avons des rôles bien connus, bien définis, des protocoles et des normes bien établis entre les normes de données et le côté crypto, etc., c'est bien plus facile maintenant de faire notre travail. Alors, j'ai beaucoup d'espoir et je crois que le secteur public et plus tard le secteur privé pourra vraiment adopter ces pratiques et créer beaucoup de changements qui changera la vie de tous. Merci beaucoup. Alors, vous avez parlé de l'importance d'établir des équipes multidisciplinaires et on a entendu parler de l'importance de cela ce matin quand on parlait du partage des données. Et le partage des données est un élément fondationnel de tout le reste. Joyce, nous allons maintenant vous parler de la situation à Malte. Pourriez-vous parler des obstacles? Est-ce que les obstacles sont liés à la culture et aux gens ou plutôt liés au système et aux données et aux vases clos, les systèmes que nous avons en place? Où sont les plus grands obstacles? Dans notre cas, c'est une combinaison des deux, en fait. Si vous me permettez, je vais vous parler un peu de Malte. Comme Singapour, c'est une île avec une population de demi-million, un petit peu plus. Donc, c'est très petit et la taille peut être à la fois un avantage et un désavantage. Pour ce qui est du partage des données et la collaboration horizontale, la culture peut être un obstacle quand il est question de certaines entités qui sont un peu plus archaïques. Mais au fil du temps, avec des bonnes mesures législatives, la bonne infrastructure, etc., nous commençons à réussir avec la collaboration horizontale. À mon ministère, nous avons une loi qui rend obligatoire le fait de créer un registre d'identité qui est la seule source de la vérité pour chaque citoyen. Cela aide
le gouvernement et les citoyens à avoir accès aux données mises à jour en tout temps, ce qui réduit les données nécessaires et aussi réduit le besoin pour les citoyens de fournir leurs données à maintes et maintes reprises. Cette nouvelle technologie dans notre agence a fait en sorte que c'est maintenant obligatoire pour toutes les entités d'être interopérables avec ce registre. Et en plus, on intègre ce registre avec notre service qui fait face au public. C'est le côté du gouvernement qui donne des soutiens aux gens pour recevoir des services simples et directs. Alors, d'ici la fin mars, nous espérons que cette nouvelle technologie sera entièrement en place. C'est faisable chez nous puisque c'est tout petit chez nous, mais aussi les services sont déjà presque tout numérisés qui seront liés avec ce portail. Nous avons établi bon nombre de centres pour accueillir les gens qui sont sceptiques ou qui ont moins accès à Internet pour augmenter notre participation à Internet, pour continuer à numériser nos services. Merci beaucoup. C'est très intéressant de voir que votre programme d'identité nationale est l'un des projets qui crée beaucoup de collaboration entre les ministères chez vous. Beaucoup de gouvernements partout au monde essaient de simplifier la récolte de données pour que les citoyens aient seulement à fournir leurs données une fois. Et c'est ce que vous faites chez vous. Et vous avez aussi dit que ce n'est pas tout le monde qui participe à ce processus numérique. Et quand c'est le cas, il faut fournir des soutiens pour que les citoyens puissent accéder à tous ces services numériques. Merci beaucoup, Joyce, de nous avoir parlé de la situation à Malte. Encore une question et ensuite je vais ouvrir la discussion aux questions du public. Mais Sam, pouvez-vous nous parler de votre travail pan-gouvernemental? En Malaisie, c'est un défi parce que c'est un pays qui a à peu près, qui est au carrefour de 14 États. Mon organisation est une commission et nous devons engager tous les 14 du point de vue municipal, fédéral et d'État. Alors, nous devons nous imaginer à leur place pour bien réussir, parce que ce n'est pas tout le monde qui vit la même réalité. Parfois, par exemple, différentes entités ont des problèmes de budget, des problèmes de processus. Et le côté commercial nous a envoyé beaucoup de bonnes leçons, notamment si quelque chose ne fonctionne pas, ne répétez pas le processus. Alors, on essaie toujours de changer notre façon de faire. Alors, la communication efficace plutôt est très importante pour être clair et bien décrire ce à quoi ressemble l'objectif final. Et on trouve aussi que quand on a des normes en place pour la transformation numérique, c'est très utile pour s'assurer que les nouvelles applications soient mises en œuvre aussi vite que possible. Merci. Vous avez parlé de nouveaux obstacles. Les budgets, les ressources peuvent être un obstacle pour la collaboration entre ministères. Au Canada, il y a aussi le niveau provincial et le niveau fédéral. Donc, la géographie et les champs de compétences peuvent être un obstacle. Vous avez aussi parlé de l'importance de la communication, l'importance de comprendre la réalité des gens, que ce soit vos citoyens ou vos employés. Tout cela est très crucial. Et aussi, vous avez mentionné, bien sûr, les normes. Merci à vous tous d'avoir jeté les bases. Nous avons entendu parler de ce qui se passe bien, ce qui réussit moins bien. Je vois une question ici à l'arrière de la salle. Mais je serais très curieuse d'avoir une question de cette
de ce côté-ci de la salle. Mais nous allons d'abord prendre cette question à l'arrière de la salle. Pourriez-vous lever la main encore une fois, s'il vous plaît? Bonjour. Merci à vous tous d'être là et d'avoir partagé vos expériences et de parler de la façon dont nous pouvons mieux collaborer entre équipes. Je voudrais que vous nous parliez de la façon dont on peut surmonter des conflits quand on veut engager tous les intervenants et considérer tous les besoins. Comment est-ce qu'on peut trouver le bon équilibre et ne pas avoir trop de participants avec des besoins contradictoires qui empêchent l'aboutissement du projet et qui peut mener les gens à perdre intérêt au projet? Comment est-ce qu'on peut rester agile et tenir compte de tous les besoins? C'est une excellente question. Comment tenir compte de tous les utilisateurs? Comment faire participer tous les ministères, mais en même temps, agir rapidement? Brian, nous allons vous redonner la parole. Oui, merci. C'est une question facile, n'est-ce pas? Non, c'est une blague. Il y a beaucoup d'éléments à couvrir. Mais c'est bien, cela va vous garder tous engagés dans notre conversation aujourd'hui. Pour moi, c'est une question de véritable leadership. Les gens, le processus et la technologie sont les 3 points clés et ils sont tous sur un parcours particulier. Mon collègue a parlé de quelques éléments liés au commerce et aux entreprises. Et je pense que cela doit trouver écho chez vous. Mais je pense que c'est une réalité dont nous sommes tous saisis, que ce soit la formation, les compétences, l'approche, la méthodologie. Il faut être agile. Et tous ces éléments-là doivent avoir leur place dans la recette de la réussite. Et moi, quand je donne des conseils aux équipes, quand ils travaillent en vase clos ou à travers des ministères, j'utilise l'analogie de l'équipe. Moi, je dis qu'il faut tirer parti de ses forces pour être efficace. Et comme ça, on peut motiver les gens à prendre une réussite qu'on a déjà vécue et aller de l'avant. Il peut être question des services existants ou des services modifiés qu'on va utiliser aux États-Unis ou dans vos pays, que ce soit des questions de confiance. Ce sont des exemples où on peut ajuster notre approche. Mais le leadership est au cœur du conflit que vous avez soulevé dans votre question. Il faut avoir une équipe. Il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde pour comprendre comment nous allons réussir ensemble. Merci. Ben, vous voulez intervenir? Oui, je veux aussi répondre à cette question-là. À mon avis, c'est très important quand on a des équipes multiministérielles, multidisciplinaires, qu'on n'essaie pas de boire toute la mer. Il ne faut pas entreprendre un projet trop important. Quand on parle du processus agile, il est important de s'assurer de pouvoir réussir tôt avec des objectifs réalistes et continuer à faire fond sur cette réussite-là. Il faut commencer par un projet qui est gérable. Merci. Eng Peng? Oui, j'ai quelque chose à ajouter. Donc, Brian a fait un commentaire et je pense que le leadership est primordial. Mais, selon ce que j'ai entendu aujourd'hui, jusqu'à présent, je sais que notre vision c'est que nous sommes axés sur les utilisateurs pour améliorer la qualité et la pression des services. On a des différents processus et des différents systèmes, par contre, qui peuvent
présenter des obstacles. C'est un défi au quotidien. Comment est-ce qu'on agit pour surmonter les différences qui existent entre ministères dans la technologie? Et chez nous, c'est important que quelqu'un au gouvernement prenne la responsabilité du projet. Ensuite, on consulte une agence avec des experts technologiques qui nous accompagnent. Et comme cela, les ministères peuvent véritablement collaborer. C'est très utile parce que ce n'est pas tous les ministères qui ont investi dans leur capacité interne d'exécution des services de façon simultanée. Alors, s'ils peuvent faire appel à des experts, cela peut être très bénéfique dans le processus. Nous allons revenir au panel ici. On veut entendre une question de ce côté-ci de la salle. Avez-vous une question? Non? Alors, on va revenir ici. Excusez-moi, j'ai vu une question. C'est très difficile de vous voir. Thank you. Merci. Voici ma question. Comment trouver un équilibre avant la protection de la vie privée et l'entité technologique unique proposée par beaucoup des panélistes pour arrêter de travailler en vase clos en gouvernement, mais aussi pour les citoyens au niveau personnel? Merci. Merci. C'est une question de cette idée d'avoir une seule identité numérique. Comment est-ce qu'on peut protéger ces données-là quand on les partage entre tant de ministères? Joyce, nous faisons partie de l'Union européenne et nous avons une directive sur la protection de la vie privée qui interdit le partage des données sans la permission du propriétaire des données. Et si ce n'est pas nécessaire, bien sûr. Une fois qu'on donne de nos données au gouvernement, on nous demande notre permission à des fins précises de l'utilisation des données. Après, il y a le côté du consentement pour partager ces données entre ministères du gouvernement, mais seulement les ministères qui sont impliqués dans le service qu'il vous faut. C'est très limité. Donc, quand un citoyen fournit des données, les données ne seront jamais partagées avec un ministère qui n'est pas impliqué dans la prestation de services à ce citoyen. Certaines entités ont des données qui sont bien plus sensibles, comme le ministère de la Santé, le ministère des Impôts, entre autres. Et il faut faire plus pour rassurer ces ministères-là qu'ils sont couverts. Alors, il y a un cadre qui explique comment les données peuvent être partagées et les droits du propriétaire des données. Ce n'est pas facile et cela nous a pris plusieurs années pour en arriver là parce que l'élément de la confiance était très important. On ne peut pas avancer s'il n'y a pas de confiance. Donc oui, cela a pris du temps pour réussir. Donc oui, cela peut vous surprendre. Ce n'est qu'un gouvernement, mais certaines entités étaient plus hésitantes et ne voulaient pas partager les données comparativement aux autres. Alors, nous avons eu une formation bien structurée et nous avons demandé à chaque entité de nommer un dirigeant qui connaît le processus de partage des données. Merci. C'est fort intéressant de voir que les pays sont en mesure de progresser à des vitesses différentes et à quel point l'élément de la confiance est lié à ces progrès. Eng Peng, plutôt, à Singapour, avez-vous des soucis par rapport à la protection de la vie privée? À quel point est-ce que les citoyens sont méfiants?
Je reconnais que tous les pays ont leur propre façon de faire. À Singapour, nous avons une façon de faire où les citoyens sont habitués à avoir une identité numérique avec le gouvernement. Alors, nous avons le programme de l'identité numérique du gouvernement et on donne des comptes SingPass, donc laissez-passer de Singapour. Et maintenant, à peu près 70 de nos citoyens sont dans ce registre-là. Et les citoyens peuvent utiliser ce programme-là en remplacement de leur pièce d'identité en plastique. Et de plus en plus, c'est très utile pour nous d'étendre nos pratiques numériques au secteur privé. Donc, pour l'identification de deuxième facteur, souvent, ce registre est utilisé. Et quand on a toutes ces identités-là, on utilise les données dans les différentes sphères du gouvernement avec le consentement du citoyen. Donc, si quelqu'un veut ouvrir un nouveau compte bancaire, ce n'est plus nécessaire pour le consentement de faire des vérifications de la véracité de leur identité. Prochaine question. Oui, merci. Oui, faites aller votre main. Il y a une femme à l'arrière de la salle. Voilà. Merci. Je vais vous poser une drôle de question. J'aimerais savoir comment vous vous assurez que tous les parties prenantes ont la même compréhension de comment générer des résultats positifs. Je sais si on a des équipes multidisciplinaires, ce qu'ils veulent faire, c'est livrer un produit, mais ça ne veut pas dire que les résultats seront positifs. Alors, j'aimerais savoir quels sont vos points de vue. Quand vous parlez des parties prenantes, vous parlez à l'intérieur du gouvernement? Oui, c'est exact. Oui, très bonne question. Sam, on va commencer avec vous. Comment vous assurez-vous que tout le monde avec qui vous travaillez dans le gouvernement comprend l'objectif ultime et pas seulement leur partie à jouer? Je trouve que c'est une excellente question parce que je trouve que dans bien des projets, quand il manque le leadership, tout va un peu n'importe comment. Il devrait y avoir quelqu'un dans l'équipe qui pense du projet global. Comme ça, tout le monde peut être sur la même page. Il faut faire preuve d'empathie, il faut comprendre le parcours de la transformation numérique. Il faut avoir une image dans sa tête de ce qu'on essaie de faire et de connaître tous les différents niveaux. Il devrait y avoir une personne ou peut-être un groupe de personnes qui a une vision pour le but ultime du projet ou du produit. Tout au long du chemin, il faut comprendre que c'est une situation gagnant-gagnant pour eux, pour qu'ils puissent faire le suivi sur les progrès et ce qui ferait d'eux des gagnants pour qu'ils puissent se sentir interpellés. Alors, vous avez parlé de la gouvernance et du leadership, c'est d'avoir une vision claire de l'objectif ultime. Il faut aussi comprendre quel est notre rôle à jouer là-dedans. Oui, j'aimerais rajouter quelque chose par rapport à mon commentaire original. Et ça commence avec une vision claire et des objectifs communs au début du parcours. Mais ce n'est pas quelque chose qui se fait une fois et c'est fini. Non, il faut continuer. Et ensuite, on demande un cycle de rétroaction. On veut savoir si on atteint nos objectifs. Est-ce que notre environnement change? Est-ce que les attentes des clients changent? Est-ce que les données changent? Est-ce qu'il y a d'autres variables comme la cybersécurité qui entrent en ligne de compte? Il faut qu'on soit au courant et qu'on soit en mesure de réagir en conséquence. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient faire un commentaire sur cette question en particulier? Je suis d'accord avec le fait que le leadership et la communication sont absolument essentiels pour que ce message soit clair pour toute l'organisation. Mais il y a aussi des éléments structurels
qu'on doit considérer. On l'a vu au Canada avec la nouvelle création du ministère des services aux citoyens. On veut s'assurer que le message est livré et que c'est l'expérience du citoyen qui importe. C'est le citoyen qui est au cœur du travail. Et on peut tous se ranger derrière cette idée et de mettre en place les processus pour y arriver. Moi, je me suis jointe à la fonction publique au Royaume-Uni il y a bien des années, en 1996. À l'époque, on parlait du join-up government. À l'époque, on en parle encore. Alors, l'évolution se fait lentement. Et je crois que quelque chose qui fait toute la différence, c'est comment les ministères sont financés. Ils sont financés en silo. Alors, est-ce que c'est le genre de choses qu'on devrait considérer l'organisation même du gouvernement? Est-ce qu'on devrait changer nos façons de fonctionner et briser les silos? Qu'en pensez-vous? Brian. Oui, je veux bien. Je veux bien répondre, Siobhan. Je crois que c'est une discussion bien riche. Moi, j'ai eu des réussites avec l'approvisionnement stratégique ou avec les licences. Quand on pense au gouvernement en général et la capacité de faire des économies d'échelle, on a des priorités divergentes, des coupures budgétaires, etc. Il faut faire preuve de créativité. Il faut avoir une vision plus large. Alors, ce n'est pas seulement une question de créativité, d'approvisionnement stratégique non plus. Il faut penser au budget. Ce sont tous des éléments différents. Nous, aux États-Unis, on a un conseil qui réunit ces leaders pour qu'ils comprennent tous les défis. On ne partage pas nécessairement les sources de financement, mais si on pouvait avoir une vision plus large, on pourrait voir où se positionnent nos priorités de niveau de financement. On pourrait voir comment on peut accomplir des choses mieux ensemble. Joyce et ensuite Penyen. La question des postes budgétaires, c'est une question de reddition de comptes. C'est vraiment une façon de faire qui est très traditionnelle au gouvernement. Nous voulons garder un certain contrôle pour qu'on puisse maintenir l'autonomie sur nos fonds et nos budgets. Mais il y a ce forum des dirigeants d'informatique. Pensons à CAPEX et OPEX pour la transformation numérique et la numérisation. Il faut avoir une planification pour un système intégré. Ça fonctionne. On a de la place pour des initiatives qui sont plus en silo, mais on a aussi l'obligation de contribuer une portion de son budget à des systèmes auxquels on participe à la grandeur du gouvernement. J'aimerais parler de la transformation des modes de financement et comment ça peut affecter les nouvelles technologies. Ce qu'il nous faut, ce n'est pas des CAPEX, OPEX. Il faut aller vers un financement plus continu. Pour presque tous les gouvernements, du moins dans mon coin du monde, ça se fait via l'innovation. On n'a pas encore trouvé la solution. On essaie de trouver l'équilibre entre le contrôle et de donner plus de pouvoir au côté technique de recevoir du financement continu. Mais j'aimerais parler d'un autre aspect au-delà des finances, c'est la politique. C'est aussi important. On a parlé des opérations, des technologies et des gens, mais il y a une autre dimension qui peut nous aider. C'est là où les politiques peuvent être simplifiées pour permettre de libérer plus de données administratives entre les agences. Et on pourrait même éviter une portion du travail. Il y a des choses très simples comme les permis. Pourquoi est-ce qu'on a besoin qu'une entreprise renouvelle son permis à chaque année? Si ce permis est approuvé presque à 100 à chaque année, c'est un exemple très simple.
Mais quand on est prêt à faire des changements au niveau des politiques, les politiques peuvent aider les équipes technologiques de façon significative. Alors, il y a une main levée ici. Alors, si vous avez la main levée, vous pouvez aussi crier pour qu'on vous identifie bien. Merci beaucoup. Je suis Ratib Abir. Je viens de l'innovation, de la science et du développement économique Canada. J'ai une question par rapport à la technologie numérique. C'est un service qui est utilisé par les citoyens dans tous les pays. Auparavant, j'ai travaillé au Canada et aux États-Unis. Il y avait un défi au niveau des normes. Comment ces technologies sont utilisées d'un pays à l'autre? Exemple, si j'utilise une application développée à Toronto, au Canada, par exemple, comment est-ce que je peux l'utiliser en Europe, aux États-Unis ou dans d'autres pays? On a connu un défi. On avait beaucoup aimé la chaîne de blocs, mais c'était difficile aux États-Unis de la faire accepter. Est-ce qu'il y a eu des développements au niveau des normes à utiliser? Parce que certaines de ces applications, par exemple dans le secteur financier, ne fonctionnent pas. S'il a été développé en Europe, il ne peut pas être utilisé au Canada, aux États-Unis ou des États-Unis au Canada. Est-ce qu'il y a eu des évolutions sur ce front? Alors, pour permettre une meilleure collaboration entre les pays, et même, alors on cherche à aller au-delà de la collaboration dans un même pays. Est-ce qu'on devrait envisager des normes internationales? Oui, c'est exact. C'est certain que chaque pays peut développer le côté affaires de cette question. Alors, à quel point pensez-vous qu'on est en train de réaliser des progrès pour arriver à des normes internationales, pour aider les gens qui se déplacent beaucoup? Peut-être qu'ils pourraient utiliser les mêmes systèmes d'un pays à l'autre quand ils voyagent. Oui, je veux bien répondre. Au niveau des identifiants numériques, il y a des approches technologiques qui évoluent depuis un certain temps et il y a des situations comme celle que vous décrivez où vous avez un identifiant qui est donné dans un pays qui ne fonctionne pas ailleurs parce que les technologies sont différentes, les politiques sont différentes. Alors, il y a beaucoup de travail qui se fait au niveau des normes pour arriver à une interopérabilité mondiale. C'est quelque chose qu'on voit avec le W3C et dans le monde de ISO avec les formats variés. En Europe, je crois qu'il y a un cadre qui permet des permis de conduire électroniques et un autre format qui permet de divulguer des informations. Aux États-Unis, ils ont choisi une autre façon de procéder. Mais il y a des systèmes qui pourraient faciliter la communication entre les systèmes. Donc, l'interopérabilité, du moins dans le monde des identifiants numériques, c'est quelque chose qui est très important pour nous. C'est quelque chose qui est... C'est une question sur laquelle on se penche beaucoup depuis quelques années et l'industrie en général doit se rallier derrière certaines normes pour arriver à des technologies qui pourraient nous aider à y arriver. Du point de vue des utilisateurs, en Europe, nous avons un portail unique. Chaque État doit participer à cette plateforme, qui gère le déplacement des personnes sur le territoire européen. Ça a été très difficile. On y arrive à peine, et ce n'est pas juste nous. On y arrive tout juste, se corrige l'interprète. La question de l'interopérabilité là-bas est quand même énorme.
On arrive sur le point de lancer ce nouveau système au mois de novembre et il se pourrait que ce soit retardé parce qu'il y a plusieurs technologies en fonction des pays et qu'ils se connectent tous à cette plateforme. C'est très difficile et très coûteux. Alors voilà du point de vue des utilisateurs. Et on a parlé du fait que c'est difficile d'avoir une opérabilité entre les équipes dans un même pays. Et maintenant, on parle d'une interopérabilité entre les pays. Il y a un rôle essentiel qui se joue entre les pays pour fixer des normes. Il y a aussi des plateformes internationales où on pourrait faire avancer un programme quelconque. On pourrait faire en sorte, on pourrait rendre possible la collaboration. Je crois qu'il devrait y avoir la collaboration des industries pour créer des normes locales ou internationales. Excellent. Alors voilà, nous arrivons à la fin du temps alloué pour ce panel. J'aimerais qu'on remercie chaleureusement les participants au panel avec une belle main d'applaudissements.